Welcome back sur le podcast. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai ma deuxième invitée sur le podcast. Rentrons directement dans le sujet. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? Oui, salut Jérôme, bonjour à tous. Alors, bon, pour cette question que tu m'avais envoyée, je me suis dit, je vais pas raconter ma vie, dire que je suis psychologue, parce qu'on s'en doute, hein, si je suis ici. J'ai plutôt eu envie de vous partager trois valeurs, trois drivers qui motivent mon travail, tout ce que je fais, l'état d'esprit dans lequel je le fais. Ces trois mots, ce sont le pragmatisme, l'exploration et l'ambition. Alors, je sais que c'est pas forcément des mots qu'on entend les psychologues prononcer souvent, mais grosso modo, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un impact sur les gens que j'accompagne. J'aime bien que ce que je fais et là où je peux aider les gens, là où je peux les emmener, j'aime que ça leur soit utile. J'aime cette idée d'être utile à la société, d'être utile à la personne que j'aide et de le faire de la façon la plus efficiente possible. Très clair, merci, on y reviendra sûrement. J'aime bien, Mhm. utiliser ces 3 mots parce que ça permet de se Oui. présenter aussi un petit peu autrement. Est-ce qu'un peu plus, classique, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours de formation et professionnel pour qu'on sache d'où tu viens et ce que tu fais à peu près? Oui, avec plaisir. Alors, donc, je suis psychologue depuis 10 ans et j'interviens là aujourd'hui principalement dans la prévention des risques psychosociaux, en faisant du conseil auprès des entreprises, en faisant de la vulgarisation. Bon, ça, on va beaucoup en reparler parce que du coup, j'écris des livres, des articles, etc. J'enregistre des podcasts avec toi aujourd'hui. Et je fais de la consultation en libéral. Et aujourd'hui, cette activité, elle est pour moi hyper claire. Mais à la base, quand j'ai commencé la psycho, en fait, j'étais un petit peu perdue. Je pense comme beaucoup de gens de ma génération, je sais pas toi Jérôme de quel âge tu as exactement, moi je suis de 92 donc j'ai 33 ans aujourd'hui. Et 94, pour moi. ok, donc on a un peu grandi avec le chômage, l'économie qui va pas bien, etc. Et dans ce marasme, moi, j'étais un petit peu perdue. Je me demandais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme activité qui va pas me rendre dingue? Parce que ça, on le voyait déjà aussi quand on était petit, les bullshit jobs, etc., même si ça n'avait Mmh. pas pris l'ampleur que ça a aujourd'hui. Mais je me disais, quel boulot je vais bien pouvoir trouver qui va pas me rendre folle? Et en même temps qui va me permettre de m'insérer, d'avoir une place dans la société. Et voilà, en arrivant au bac, j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. Donc je me disais, ok, qu'est-ce que j'aime bien? En gros, à l'école, mes deux matières préférées, c'était la socio et l'histoire. Mais bon, étudier la socio et l'histoire aujourd'hui, je me disais, ok, probablement avec ces études-là, je vais devenir prof. Donc je ne vais jamais sortir de l'école. je vais Mmh. rester, je vais rester coincée. Et même si j'adore enseigner, depuis jeune fille, j'avais donné beaucoup de cours particuliers, de cours de guitare, d'aide aux devoirs, etc. Mais je me disais, dans l'éducation nationale, ça va pas être possible, par contre. Donc j'avais déjà en tête les conditions OK. de travail aussi. Et du coup, j'ai fouillé, je suis allée au CIO avec ma mère, etc. Et j'ai vu qu'il existait à la fac la psychologie. Donc, je me suis renseignée là-dessus et j'ai constaté que c'était un métier qui donnait un diplôme d'État. Donc déjà, ça assurait une certaine sécurité, une position dans la société. Et c'était un diplôme d'État avec lequel on pouvait faire énormément de choses. On pouvait travailler en association, à l'hôpital, en institution, en libéral, devenir entrepreneur. Et je me suis dit, ok, à la fois cette sécurité du statut, et de l'autre côté, cette variété, cette liberté, ça c'est pour moi. Ça me parle. En plus, c'est des études, voilà, pas trop chères, pas trop dures. Je mets des guillemets parce que quand moi je l'ai fait, c'était assez sélectif, mais je crois comprendre que ça l'est vraiment de plus en plus. En tout cas, c'était des études qui m'étaient accessibles.
qui était possible de faire. Et voilà, donc j'arrive à la fac et je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi au début, Jérôme. En plus, comme tu étudies la psycho après une reconversion professionnelle. Mmh. Mais moi, en arrivant, j'étais ultra surprise parce que tous les cours de psychologie clinique qu'on faisait, c'était des cours de psychanalyse en fait. Donc c'était pas le cas dans les cours de psy du développement, psy social que j'adorais hein, ces cours-là, mais moi je m'étais dit je vais devenir psychologue clinicienne parce qu'il y avait en plus le titre de psychothérapeute, tu vois, et puis c'était un petit Mmh. peu du coup comme une carte en plus en fait. Mais en psychoclinique, c'était beaucoup de psychanalyse. Et bah, je le confesse, moi ça ne me parlait pas du tout. Je me disais déjà que ça ne correspondait à rien de ce que j'observais dans les interactions des gens au quotidien autour de moi. Et je me disais, comment je vais soigner des gens avec ça en fait? Comment je vais les aider avec ces outils-là? Je m'imaginais un jour dans un cabinet ou derrière mon bureau dans un CMP, enfin je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et je me disais, mais là, si je m'imagine utiliser ça avec des vrais gens, c'est un brouillard dans ma tête. Je ne vois pas comment, comment je vais faire. Donc voilà, je commençais un peu à, du coup, un petit peu à paniquer. J'entendais parler des TCC aussi un petit peu, donc je m'étais dit, ok, au pire, après la fac, je fais une formation en TCC. Mais, euh, mais voilà, tout ça ne m'accrochait pas plus que ça, en fait. Je J'étais pas sûre que ce soit la bonne voie pour moi de faire de la psychologie finalement. Donc j'ai vraiment réfléchi à arrêter vers la fin de deuxième année, troisième année. Et je me suis dit, écoute Emma, finis ta licence, déjà au moins, histoire de voilà d'aller au bout de ce que tu as commencé. Et avec la licence, tu pourras reconsidérer les options. Et je suis fan de science-fiction, donc entre deux bouquins de psycho, je lis de la SF. Et à cette époque-là, j'avais décidé de me manger les robots de Isaac Asimov. Je ne sais pas si, Mmh. si vous voyez de quoi il s'agit, pour ceux qui aiment la SF aussi. Donc c'est pas seulement un roman, c'est tout un cycle de romans qui raconte le futur de l'humanité avec les robots. Et donc au début de ce cycle, on a des courtes nouvelles avec des personnages récurrents. Et parmi ces personnages, il y a deux ingénieurs de l'espace qui vont d'astéroïde en astéroïde pour débugger des robots qui travaillent sur les astéroïdes, qui minent des matières premières, des choses comme ça. Et en lisant ça, ces histoires-là, je me suis dit, mais ça ressemble. Il y a une correspondance quasiment parfaite entre les problèmes de ces robots et les problèmes que me racontent mes potes ou les gens autour de moi ou les gens en stage, etc. Et je me suis dit, est-ce que ce truc existe pour les humains? Et j'ai passé la nuit sur Wikipédia. J'ai passé toute la nuit sur Wikipédia à faire des recherches. Donc, je suis tombée, voilà, les robots, cybernétiques, conférence de Macy's, école de Palo Alto. En gros, ça a été ça la trajectoire. Et là, ça a été une espèce de fièvre qui m'a pris pendant des semaines, une passion où j'ai lu tout ce que je pouvais sur l'école de Palo Alto. Et je me suis dit, ok, ça, je vois comment je peux l'utiliser avec les gens. C'est certes, en sortant de la fac, etc., je serai une débutante, je suis en train d'apprendre, je suis une apprentie, mais je peux déjà maintenant m'approprier certaines choses, certaines questions qui sont efficaces. Tu vois, il y a le rapport au Mmh. pragmatisme qui était déjà là. Et en fait, c'est avec ça que ma vocation est née, que l'envie d'aider les gens, véritablement sincère, est arrivée. Donc voilà, après j'ai continué la fac. Immédiatement en sortant de la fac, je me suis formée dans une école en psychothérapie systémique, du coup. J'ai décroché mon premier job à l'hôpital. Et c'est ce premier job-là qui m'a fait m'intéresser véritablement à la psychologie du travail, à la clinique du travail. Parce qu'effectivement, là, actuellement, donc enfin, actuellement, au moment de ton diplôme, tu as eu un diplôme de psychologie clinique Oui. et après tu as eu la thérapie systémique, c'est ça? Mm. Donc là, tu es pas encore psychologue, du travail. Tu t'intéresses pas encore au travail et c'est à ce moment-là que ça arrive.
Oui, c'est ça. Le premier job que j'ai décroché, j'avais envie d'aller dans les structures publiques, dans l'hôpital, et je me disais pourquoi pas même tester un peu les services somatiques, euh, autre que pour voir autre chose aussi que la psycho, parce qu'on sait bien que les gens quand ils sont malades, bah ils sont pas bien. Il y avait des choses qui m'intéressaient autour des soins palliatifs. J'avais fait un stage en troisième année de psycho avec des personnes polyhandicapées également. Donc voilà, toute cette sphère-là du corps, touchant au corps, m'intéressait aussi. Donc je décroche mon premier taf de psy officiel à l'hôpital Saint-Louis dans un service de réanimation. Et là, je suis tombée de ma chaise. En l'espace de quelques semaines, je me suis rendu compte que ce qui préoccupait mes collègues, donc les médecins, les infirmières, les aides-soignants, c'était pas d'être confronté à la souffrance des gens, à la mort, parce que tu sais, en réanimation, ce sont des personnes qui sont dans un état très très grave. Euh, alors bien sûr que ça les touchait, bien sûr que c'était difficile, mais c'était pas ça qui leur faisait péter des câbles, qui les mettait en colère ou qui les stressait. Ce qui les stressait, c'était l'organisation du travail. C'était où aller la nouvelle infirmière qu'on nous promet depuis 6 mois, parce qu'on est en sous-effectif. Pourquoi Toto a eu 3 week-ends de suite et pas moi? Donc la justice, la répartition des ressources, etc. On souhaite avoir une formation à tel procédé technique de réanimation. Quand est-ce qu'on l'a fait? Quand est-ce qu'il y a l'argent pour la faire? Quand est-ce qu'on l'organise? Bah, c'était que des questions comme ça en fait. Et donc moi j'étais partie en clinique. A priori, je me destinais pas du tout à aller en psychologie du travail. Et à vrai dire, même quand j'étais à la fac, je voyais mes camarades qui étaient dans le master psy social travail, et tous ils se destinaient à faire de l'orientation. Donc tu Mmh. vois, à l'époque, les risques psychosociaux, en fait, je n'avais pas du tout capté tout ce monde-là professionnel, alors que pourtant c'est un pourvoyeur de travail et de mission et d'emploi énorme, je pense, pour nous les psychologues, qui est vraiment, on n'en parle pas assez dans les facs, je pense. Après c'est vrai qu'il y a c'est à peu près 10 ans, c'était pas encore beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les risques psychosociaux, euh, c'est arrivé dans la législation française toute fin des années 80, début des années 90. Et début des années 90, c'est à l'époque d'ailleurs qu'est né un cabinet de conseil dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années. On va en reparler, le cabinet Stimulus. Avec, voilà, c'est un des plus anciens cabinets sur la place parisienne, notamment sur les risques psychosociaux. Mais c'est vrai que ça s'est énormément développé et je pense encore plus depuis le Covid, puisque là, c'est devenu évident que voilà, les conditions de travail pouvaient mettre les gens la tête à l'envers, en fait, quand ça se passait pas bien. Et les problématiques de harcèlement et de burn-out ont explosé, ou tout du moins médiatiquement. Mmh. Du coup, comment t'es passé de enfin, t'es toujours psychologue clinicienne bien sûr, mais Oui. comment t'as fait un peu cette bascule vers le est-ce qu'il y a eu un diplôme? Est-ce qu'il y a eu une formation ou non? Non, c'est plutôt l'enchaînement au niveau carrière, en fait, qui a fait ça. Donc, je rembobine, je suis donc à l'hôpital avec mes collègues médecins, etc. Et je capte ce truc dont je te parlais, qui m'a énormément surpris sur ce qui les stressait vraiment. Et j'en discute avec une copine qui, elle, a fait le parcours de psycho du travail et qui est rentrée chez Stimulus Mmh. pour son premier boulot. Donc on parle de ça, on parle de ça. Et enfin, on parlait de nos expériences, hein, tout simplement, en fait, en tant que jeune psy et s'insérant, etc. Et un jour, elle me dit, mais Emma, ça t'intéresse trop? Pourquoi tu viendrais pas chez Stimulus? Ça, ils recrutent en ce moment. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que l'hôpital, là, ok, ça fait un an que j'y suis. J'y suis restée un an, du coup, en tout. Euh, je vois que niveau grille de salaire, ça va. C'est pas très, très avantageux pour commencer à louer un appartement seul, etc. Sur Paris, c'était
très limite au niveau salaire. Et en plus, tu sais, j'étais reconduite tous les 2-3 mois. J'étais vacataire en Mmh. fait. Et le précédent concours de psychologue pour rentrer dans la fonction publique hospitalière venait juste d'avoir lieu à l'époque où moi j'avais obtenu mon poste. Donc j'avais raté le dernier concours et le suivant n'était pas avant 3-4 ans. Donc je savais que j'allais, voilà, je me disais, est-ce que sérieusement je vais rester comme ça 4 ans en tant que vacataire avec des contrats renouvelés tous les 3 mois. Enfin, c'est difficile à tenir. Donc, je postule chez Stimulus. Et j'ai été prise. Et là, j'étais super contente parce que j'avais un CDI, un bien meilleur salaire et un tout nouveau terrain de jeu. Donc ça, c'était énorme. Et j'ai découvert les risques psychosociaux et je me suis éclatée. Parce que là, en plus, c'est 2 mondes différents. Là, tu Mm. étais salariée dans un hôpital, psychologue clinicienne, et là, tu arrives dans un cabinet de consultants. C'est quand même, 2 mondes totalement, opposés. Oui, oui, oui. Au début, ça m'a fait un choc, hein, le milieu du conseil, parce que je ne connaissais pas du tout. Alors certes, depuis très jeune, j'ai toujours travaillé dès que j'ai pu. Je te le disais un petit peu en intro. Mais par contre, sur des métiers avec de la vente, avec un rapport commercial, etc., ça, par contre, je ne connaissais pas du tout. Ça, c'était complètement nouveau. Et c'était pas évident en venant du monde de la psychologie. Alors après, dans cette entreprise-là où j'ai été, on n'était que des psychologues. C'était la spécificité du cabinet. Enfin, il y avait 2-3 autres personnes qui étaient statisticiens, sociologues, mais tu vois, on était quand même des experts avec des parcours très universitaires finalement. Et donc oui, j'ai été un petit peu choquée hein, au début. Ça m'a pris du temps pour m'acclimater et découvrir tout ça. OK, est-ce qu'après Stimulus peut-être, tu resté combien de temps et c'est quoi un petit peu le actuellement, tu en es où? Alors, chez Stimulus, je suis restée 4 ans. 4 ans du coup où bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tout ce monde des RPS et moi l'état d'esprit dans lequel j'étais dans cette boîte, c'est que je me disais je vais apprendre à faire tout, tous les services que Stimulus rend à ses clients, je vais tout apprendre en fait. Je vais faire les missions primaires, donc les missions de diagnostic des risques psychosociaux notamment, que j'adorais. D'ailleurs, j'ai fait un peu de méthodo et je sais qu'ils utilisent toujours les outils que j'ai créés à l'époque. Je vais faire du secondaire, je vais me cogner, je vais aller faire les formations, je vais aller partout, je suis allée partout en France faire des formations sur tout type de thèmes. J'ai fait aussi beaucoup d'accompagnement, donc tout ce qui est le secteur tertiaire de la prévention des risques. Bon, prévention, là c'est plutôt de l'intervention, bien sûr. On utilise cette grille de lecture-là à titre pédagogique, je pense surtout pour vulgariser les risques psychosociaux, mais du coup j'ai un peu tout fait. Et en même temps que j'étais chez Stimulus, bah, j'ai ouvert ma consultation libérale. J'ai commencé à écrire des articles pour les éditions Tissot tous les mois. Donc je travaille encore pour les éditions Tissot. Ça va faire 9 ans ou 8 ans, je sais plus. En tout cas, Ah j'ai écrit bravo! pas loin de 80 articles Ouais, bientôt. Là, j'en bravo. suis au 77e. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé, bah, c'est tout simplement que j'ai continué la même chose, mais en passant à mon compte. Donc tu vois, tout ça s'est structuré assez vite et après c'est juste le cadre légal finalement dans lequel j'exerce qui n'est plus exactement le même. C'est-à-dire que maintenant je suis full freelance alors qu'avant j'ai été salarié puis salarié slash libéral parce que j'ai ouvert mon cabinet pendant que j'étais chez Stimulus. J'ai publié mon premier livre pendant que j'étais chez Stimulus. Enfin voilà. Premier livre dont j'avais commencé à prendre les notes à l'hôpital d'ailleurs. Et ensuite, voilà, je suis simplement passée à mon compte. Et ce qui a évolué depuis dans l'émission de RPS, parce que je pense que c'est ça qui peut aussi intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est que au début, quand je suis passée en freelance, c'était en 2021. Euh, Ce qui était beaucoup demandé avant 2021, c'était beaucoup des formations et des audits RPS. Mmh. Post-Covid, il y a vraiment eu un basculement. On m'a presque plus jamais demandé de diagnostic des risques psychosociaux, mais on m'a énormément demandé des enquêtes harcèlement. Mmh. D'accord. Ça, c'est vraiment le truc qui a explosé depuis les années Covid, je trouve.
Et j'en parlais avec plusieurs confrères et on s'est dit plusieurs fois, c'est fou parce que pré-Covid, c'était anecdotique, les demandes d'enquête harcèlement. Tu vois, j'ai passé 4 ans chez Stimulus, j'ai dû en voir passer peut-être 2 ou 3, des demandes de clients de faire des enquêtes. C'est c'est rigolo, enfin, Ouais. c'est rigolo, entre guillemets, mais en fait, le harcèlement, c'est antérieur, enfin, c'est un des premiers trucs de Marie, j'ai plus son nom, Francis Régoyen. Irigoyen, Hmm. Francis Irigoyen. Au début, on parlait surtout du harcèlement. Après, on a parlé des risques psychosociaux, dans une autre mesure. Et donc là, c'est marrant parce que c'est un petit peu inversé finalement, Hmm. alors que le harcèlement est très antérieur. Ouais, historiquement dans la recherche. Après, c'est pas forcément si juste, hein, parce que la structuration de la littérature autour du stress au travail, c'est dès les années 60 en vérité. Et puis il y avait déjà des trucs depuis très longtemps en vérité, mais c'est juste que c'était pas euh, cadré avec des objets de recherche, avec des noms, avec des labels aussi cadrés qu'à partir des années 60 avec Karasek, etc. JobStrain, tous ces trucs-là. Si vous tapez JobStrain dans Google Scholar ou dans Consensus et que vous regardez les dates des premiers articles, ouais, ça commence 64, 65, je pense par là. Ouais, Karasek, le modèle officiel, je crois, c'est 1979. Ok, J'ai eu un cours cette année. Et oui, c'est des choses assez vieilles. Et oui. du coup, pardon, pour revenir sur, heu, qu'est-ce que justement, sur on peut parler de cette notion de Covid. Qu'est-ce qui a fait cette bascule, à ton avis, de faire plus d'enquêtes harcèlement après le Covid qu'avant? Hmm, franchement, il faudrait écrire un essai là-dessus. Bah, ça fait des années que je prends des notes sur le sujet parce qu'il y a trop de... il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est difficile de résumer, mais de ce que je peux te dire, de mon expertise sur les enquêtes, c'est que tu n'as jamais une enquête qui est liée à une situation récente, en vérité. Quand tu vas chercher, une fois que tu te poses avec les gens, que tu prends ton petit carnet de notes, voilà, que tu commences à dérouler les questions, tu t'aperçois que, en fait, ça fait des années, à chaque fois, qu'il y a des problèmes. Notamment des problèmes d'organisation du travail, des problèmes de rôle flou, de répartition de l'activité, de malentendus sur le plan interpersonnel qui n'ont pas été traités. Et si tu veux, les gens, ils arrivent avec toute cette patate. À un moment, ils ont pété un plomb. En fait, ils ont fini par en parler à un RH, un médecin du travail, etc. Du coup, dring dring, tout le monde sonne, alerte, alerte, on fait une enquête harcèlement. Et parce que c'est le bout de la lorgnette par lequel on arrive à attraper la problématique aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je comprends. OK. Je vais poser une question plus basique parce qu'en fait, moi, j'ai participé une fois à une enquête, Ok. mais plein de gens qui écoutent ce podcast ne savent pas comment on fait une enquête et j'avoue que moi, c'est pas encore hyper clair non plus. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et j'imagine que tu parles d'enquête plutôt harcèlement moral, apparemment. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans une enquête harcèlement en tant que psychologue du travail? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on est un détective en fait quand on fait Mmh. une enquête harcèlement. C'est très spécial l'enquête harcèlement parce qu'on est sur une ligne de crête entre des problématiques juridiques et des problématiques psychologiques et organisationnelles et interpersonnelles. Dans psychologique, du coup, je mets les deux là. Euh, donc, on ne peut pas, tu sais, statuer sur est-ce qu'il y a un harcèlement ou pas juste avec des émotions, en fait. On se retrouve dans un rôle, qu'on le veuille ou non, en fait, on se retrouve, quand on fait une enquête, on se retrouve dans un rôle d'arbitre. Parce que tu as une personne qui a levé l'alerte et tu as une personne qui est accusée. Enfin, après, tu peux en avoir plusieurs, mais il en faut au moins deux pour commencer. Et donc, il faut bien dire qui a tort ou qui a raison. Ne serait-ce que parce que sur le plan légal, aujourd'hui, l'entreprise, elle est obligée d'apporter une réponse à cette question. Elle est obligée de mener une action, en fait. Et s'il s'avère voilà, qu'il y a des trucs étranges, etc., bah, faut appeler un détective pour venir chercher et déterrer les faits. Ce qu'on va chercher, c'est pas OK, le vécu, etc. C'est non. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle heure?
quel jour, qu'est-ce qui s'est dit. Donc, bien sûr, on, on fait des entretiens pour récolter toutes ces informations-là. Et dans ces entretiens, on va poser tout un tas de questions aux gens. On va leur poser au départ des questions très ouvertes, comme on le ferait dans un entretien de diagnostic risques psychosociaux en fait. Comment ça se passe votre travail, depuis quand vous êtes là, qu'est-ce que vous faites. Et après, au fur et à mesure, on va aller de plus en plus regarder les séquences sur le plan comportemental qui ont posé problème. Et là, du coup, on va demander aux gens, OK, qu'est-ce que Toto vous a dit cela? Vous, qu'avez-vous répondu? Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient présents? On va chercher aussi ces infos-là pour voir s'il y a des témoins interrogés, voir s'il y a des traces email qu'il faut qu'on aille vérifier. Donc, c'est essentiellement un travail de d'exploration factuelle, en fait. Et est-ce Et qu'on doit ensuite, travailler avec est-ce est-ce vas-y, qu'on je doit t'en prie. travailler avec un avocat ou est-ce qu'on est tout seul, face à cette situation? J'imagine qu'on travaille avec plusieurs personnes. Pour faire une enquête harcèlement, on peut travailler selon plusieurs méthodologies, si tu veux. Moi, j'ai testé des tas de méthodos. J'ai testé en faisant tout toute seule, j'ai testé en étant à deux psychologues, j'ai testé en étant avec un avocat, j'ai testé en étant avec un juriste, j'ai testé en étant avec des membres du CSE, des membres de la direction, enfin, avec des entretiens enregistrés, pas enregistrés. J'ai tout testé. L'avocat, il est souvent présent côté employeur, mais aussi parfois côté plaignant, notamment. Tu as le plus courant, c'est une personne plaignante qui s'assortit d'un avocat pour avoir un conseil à titre individuel. Et ensuite, les entreprises, bon, surtout quand elles sont de grande taille, de toute façon, elles ont des services juridiques qui conseillent le ou les RH sur voilà, les bons gestes, les choses à éviter de dire, les points sur lesquels être vigilant, etc. Et dans toutes les méthodos que j'ai testées, effectivement, moi j'aime beaucoup travailler avec des juristes ou avec des avocats parce qu'ils ont tout simplement une expertise, moi, que je n'ai pas. Et je te l'ai dit dans mes mots-clés au début, moi j'aime explorer. Donc je trouve que ça apporte une couleur différente aux entretiens et très équilibrée entre ce volet ultra factuel, légal, auquel on est au travail, on n'est pas là pour se faire des amis, ni non plus pour être maltraité, et en même temps avec le psychologue, on a, euh, on a également l'exploration comportementale fine, l'exploration émotionnelle, etc., les conséquences aussi sur la santé quand on parle de harcèlement. Donc c'est une très bonne chose si on peut travailler avec ces experts-là du juridique. OK, bah, merci beaucoup. C'est vrai que moi j'ai participé une seule fois, alors c'était de la participation, mais c'était relevé dans des retranscriptions, voilà, qu'est-ce qui nous paraissait, en fait, j'étais un peu, ouais, effectivement en mode détective, en mode, qu'est-ce que disent Hmm, les gens et qu'est-ce qui a l'air d'être important? Et alors là, c'était, une centaine de personnes quand même. C'est pas moi qui ai fait les entretiens, mais d'accord. j'avais la retranscription des 100 entretiens. C'est très long à faire d'ailleurs. Mais, c'est vrai que là, ils avaient interrogé tout le monde. Est-ce qu'on interroge tout le temps tout le monde? Ou j'imagine que non. Comment on fait pour un peu échantillonner tout ça? Parce qu'il y a sûrement des gens, pour l'avoir, un petit peu vécu, il y a des gens, Hmm, pour eux, tout va très bien en fait. Il y a pas de hmm, souci. Alors que d'autres, c'est catastrophique. hmm. Donc, comment est-ce qu'on échantillonne? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'échantillonnage n'a rien à voir quand on fait un diagnostic des risques psychosociaux et quand on fait une enquête harcèlement. Quand on fait un diagnostic des risques psychosociaux, c'est bien de, effectivement, pourquoi pas procéder à un tirage au sort, parce que ça va te permettre d'avoir les deux, d'avoir les gens pour qui ça va très bien, les gens pour qui ça va pas du tout, et de reconstituer les pièces du puzzle avec une lecture globale, générale sur l'ensemble de la population. Quand on fait une enquête harcèlement, il n'y a pas besoin de parler à tout le monde. Et d'ailleurs, vouloir le faire, même ce serait une erreur qui risquerait de créer encore plus de tension qu'autre chose. Donc, tu me demandais comment ça se passe, je te disais on fait le détective, etc. Et les premières personnes qu'on va recevoir, c'est la personne qui est la lanceuse d'alerte et la personne qui est mise en cause. Et à partir de ces deux entretiens, tu vas récolter énormément d'infos et
tu vas pouvoir dresser une liste de témoins. Parce que les gens vont te dire: ah bah oui, il y avait Sabine de la compta qui était sur le bureau juste à côté, qui a entendu toute la conversation. Ah bah oui, dans la chaîne d'email, il y avait Thomas qui a participé. D'ailleurs, même lui, il m'a dit qu'il trouvait ça pas du tout normal, cette situation. Ah, nanana. Bah, je vais aller interroger Sabine et je vais aller interroger Thomas. Mais c'est inutile d'aller interroger, je sais pas, Quentin, qui n'a jamais été cité, même s'il est dans l'équipe, et qui n'a jamais été cité par aucun des deux, qui n'a jamais été présent à potentiellement des événements qui ont pu poser problème. C'est important de pas... En fait, il faut comprendre sur les enquêtes, c'est un processus en soi qui est douloureux. Parce que les gens que tu vas interroger, les témoins, ils savent que ce qu'ils vont dire va avoir un impact sur le lanceur d'alerte et sur le mis en cause. Mmh. Et potentiellement un impact sur la suite de leur carrière, etc. Et de toute façon, il y aura un impact, même si l'enquête, quelles que soient les conclusions, ne serait-ce que parce qu'on a fait une enquête. Et que du coup, c'est un événement perturbateur, en fait, dans le collectif. Alors, perturbateur qui peut être salvateur, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de faire des enquêtes, mais du coup, il faut être extrêmement vigilant au cadre et il ne faut pas chercher à faire plus d'entretien que ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir faire le travail de détective et d'arbitre. OK, bah, c'est très clair. Merci. Donc, ouais, je pense que des enquêtes à 100 entretiens, ou alors c'était très vieux, il y avait plein de personnes impliquées. Alors Ouais. c'était une situation particulière parce qu'en gros c'était, sans rien citer, mais c'était une direction qui a, une personne dans la direction qui avait un impact sur un peu tout le monde, donc c'était presque ambiant, mais c'était pas ciblé sur D'accord. une personne, c'était très, très diffus et du coup un peu dur à prouver parce que c'était un petit peu partout et en même temps un petit peu nulle part, tu vois? Hmm, Du coup là, c'était peut-être un cas particulier, c'est pour ça que tout le monde a été interrogé, je ne hmm. sais pas, mais je retiens, ce tout ce que tu as dit sur, l'enquête harcèlement. Oui, si c'est le balade sur le harcèlement d'ambiance, du coup, avec les suites d'affaires France Télécom, etc., c'est quelque chose de nouveau. Et tu vois, pour l'enquête de France Télécom, je pense qu'il y a eu des centaines et des centaines d'entretiens, pour le coup, hein, littéralement. Euh, mais pour une enquête plus classique, non, a priori, c'est pas comme ça qu'on calibre les choses, effectivement. Ça marche, très clair. Je le retiens parce que j'en ferai très Et certainement. oui, tu en feras, oui, oui. Écoute, j'ai un petit peu dérivé avec ce sujet d'enquête Non, je harcèlement, t'en mais c'est prie. hyper intéressant. Heu, du coup, je vais faire, je vais essayer de faire une transition. Transition. Ouais, allez, je vais partir là-dessus. C'est quoi les questions que tu te poses, toi, dans ton quotidien professionnel? Les choses qui reviennent, assez souvent? Euh, les questions que je me pose. Je sais pas, en fait, moi, je me pose 1000 questions tout le temps, en permanence. Des questions qui t'impactent? Les questions qui m'impactent. Il y a une question qui m'obsède et qui réunit peut-être un Mmh. peu toutes les autres questions, qui sont plus contextuelles ou plus liées à un cas, mais en fait, la question mère qui m'obsède et que je me répète tout le temps, c'est quoi le plus court chemin pour avoir un impact maximum pour aider les gens? Parce que tu vois, si je débarque en mode commando pour faire une enquête harcèlement au cabinet, dans ma consultation, ou je sais pas, dans un entretien avec un confrère que je supervise, ces gens-là, je vais leur parler pendant, allez, 1 heure et demie, 2 heures. C'est une fenêtre, c'est une goutte d'eau dans leur quotidien, mais il faut que j'utilise ce temps au meilleur escient possible pour les aider le plus possible dans le temps imparti. Donc, bien sûr, il y a ce qu'on fait dans la session de travail et puis toutes les graines que ça plante, etc.
il y a les 2 aspects. Mais ouais, c'est cette question qui m'obsède tout le temps, c'est quoi le plus court chemin, pour avoir un impact maximum? OK, ça me fait venir une question, qui est très organisationnelle, enfin très, ouais, dans l'organisation. C'est comment on s'infiltre dans une organisation? Parce qu'en fait, c'est hyper dur, je trouve, pour l'avoir fait sur un projet. On débarque dans un endroit, faut arriver à trouver le temps avec toutes les personnes, avec qui on doit s'entretenir, faire des ateliers et cetera. Je trouve Mmh. ça assez compliqué, et je parle même pas quand il y a du travail de nuit et cetera, où ça devient très complexe. Mais comment on fait pour s'insérer, s'infiltrer un peu dans cet espace, qui n'est pas le nôtre en plus? Mmh. Est-ce que tu as des conseils un peu là-dessus ou, d'organisation, Ça paraît bateau comme question, mais en fait, ça me pose vachement question. Je vais donner un exemple. Mmh, avec plaisir. Sans citer, mais, en gros, un endroit où il y a du travail de nuit et en fait, ces gens-là, on peut pas faire un atelier avec eux pour, enfin, on peut pas les sortir directement de leur poste de travail, leur dire: «Là, vous allez prendre 2 heures avec nous». Bah, non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est soit ça va être sur leur congé, ça va être pas sur leur congé, mais sur, du temps où ils sont pas en production. Dès qu'il y a cette notion un peu de production, je suis un peu, les clients souvent disent: «Ouais, mais ça va être compliqué» et du coup, voilà, comment on s'infiltre? Comment on est rusé pour faire, tout ça? Mmh. C'est-à-dire, tes clients à toi te disent, «Comment on va organiser cet atelier, Jérôme? Ça va être compliqué?» ou je suis pas sûre d'avoir compris? Oui, c'est plutôt, on va dire, le client, enfin la direction, souvent, hein. Là, c'est la direction qui nous dit, bah, ouais, ça va être compliqué de sortir les gens, de leur poste de nuit, en production. Ça va être compliqué de les avoir en commun. Pas forcément tous les gens, mais une partie des gens et est-ce que c'est clair? Mmh. Bah, c'est-à-dire que si on commence à faire des ateliers, enfin à faire des choses, de la récolte de matériel notamment ou de la formation qui va servir à la prévention des risques, de ce que je comprends, il faut que ça soit sur le temps de travail des gens. Mmh. Donc soit, bah, on fait, venir les consultants de nuit, quand les gens sont en poste. Moi ça je l'ai jamais fait, mais j'ai des collègues qui l'ont fait. Tu sais quand j'étais chez Stimulus, on était structurés par équipe et chaque équipe avait comme des secteurs de métiers et donc il y avait une équipe qui avait les métiers de la logistique, donc tu vois avec que, beaucoup de gens qui travaillent en 3-8 et cetera. Donc je c'est mes collègues de cette équipe-là, je sais que c'est des choses qu'ils avaient déjà fait. Du coup, d'aller vraiment tard le soir ou très très tôt le matin pour avoir les gens de nuit, en fait. Et bah, sinon, il faut les payer pour venir un après-midi ou une matinée. Euh, Si c'est ça, là, c'est vraiment purement une question pour moi de logistique. Après, pour ce qui est, je pense, une question subsidiaire dans ta question, mais je ne veux pas interpréter, hein, mais tu me dis si il y avait de ça ou pas. C'est comment est-ce qu'on fait pour parler avec des gens qui sont dans un univers où tu leur dis risques psychosociaux, ils te disent mais de quoi tu me parles en fait? C'est ça ou Non, mais j'aime bien la non? question. Ah. Alors effectivement, il y a toujours cette question de, nous on a eu ça de, bah, concrètement ça va servir à quoi? Dans l'enquête Hmm. harcèlement que j'avais fait, pareil, les gens ils se disent, bah, c'est bien on a parlé mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il va encore rien se passer. C'est des vrais verbatim, hein. Il va encore rien se passer, Hmm. on a fait tout ça pour rien. Vous êtes là, c'est bien, mais bon, vous ouvrez un peu la boîte de Pandore et puis, pas se Hmm. passer grand chose. Du coup, on a aussi ça, c'est un deuxième questionnement plus important, mais comment quand on est confronté à ça, j'avoue que c'est pas si évident que ça parce que toi, tu te dis: «Mais si, je vais vous apporter des solutions», mais en même temps, c'est eux qui doivent enfin, on doit co-construire le truc. Hmm. Ouais, je trouve ça pas évident comme, Hmm. comme Hmm. réflexion. Bah oui, et ça je pense que c'est vraiment une spécificité du psychologue du travail euh, par rapport au clinicien qui a priori voilà traite en direct avec une personne qui a une demande. Quoique, on pourrait revenir dessus, mais en tout cas, dans l'intervention en tant que psy du travail, ou même moi, par exemple, qui suis clinicienne, mais voilà, qui intervient dans ce cadre-là, on a comme une couche en plus dans le système. C'est-à-dire, tu as un niveau d'interlocuteur en plus. C'est un peu plus méta. Et du coup, c'est pour ça qu'en psychologie du travail, on parle tout le temps de la notion de commande et de demande. Je pense qu'on t'a parlé de ça en Tout à cours. fait. Donc, certes, tu es en mode enquête commando,
mais tu es aussi en permanence en funambule, en train de négocier entre ce que te demande une direction, ou peut-être des élus du personnel, et ce que les gens demandent sur le terrain. Et des fois, tu peux avoir une perception de la direction de oui, il faut faire des RPS, etc. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que pour eux, c'est plus un sujet légal qu'autre chose. Je dis pas ça pour critiquer, hein, mais voilà, des cases à cocher, il y a un document unique à remplir, etc. Il faut le faire, ça fait partie des obligations de l'employeur, soit. Et de l'autre côté, tu peux avoir des gens qui te disent mais non, nous ça va, on n'est pas stressé par notre boulot, on s'en fout un peu. Ou tu peux avoir des gens qui disent ah bah oui, enfin, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on est stressé et puis qu'on n'a pas de réponse. Donc tu as toujours cette négociation entre commande et demande. Et ensuite, par rapport à ce que tu dis, c'est un syndrome dans le monde des RPS. Et moi, ça fait partie des trucs qui m'énervent, effectivement, et qui font que je trouve que ce job peut être difficile. C'est que parfois, on se retrouve en position d'abandonner les gens au milieu du gué. Effectivement, on a fait des entretiens, on a vu qu'il y avait des choses qui les stressaient. Même si c'est des gens, a priori, que ça ne les intéresse pas, quand tu commences euh, à demander qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous saoule, en fait, les gens ont toujours quelque chose à dire, en vérité. Et attends, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Où est-ce que... Ah oui, l'histoire du gay. Tu disais on ouvre la boîte de Pandore. C'est exactement ça. Donc les gens commencent à s'ouvrir et ils commencent à avoir des velléités de changement, à avoir un espoir que telle chose change, à avoir envie que certaines choses changent. Et si on n'arrive pas à négocier la barre de l'autre côté, là, ma barre de funambule entre la commande et la demande, eh bien, tu peux laisser les gens comme ça, dans l'attente, dans l'expectative. Et c'est très difficile parce que c'est le pire moment et c'est le moment le Mmh. plus dangereux. Si tu te représentes un gué, un petit ponton et que tu essaies de traverser, bah, il vaut mieux être d'un côté ou de l'autre du pont. Mais la position d'être sur le pont, à la prise du vent, à la merci du vent, etc., là, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Il en va de même en psychothérapie, d'ailleurs. C'est la pire chose, c'est de laisser les gens au milieu. Du coup, nous, en ayant conscience, il faut que, je pense, on modère notre posture quand on va voir les gens, pour pas leur faire de promesses qu'on va tout changer, etc. Il faut aussi qu'on module notre posture quand on est avec les commanditaires pour clientéliser et pousser les choses et obtenir des engagements de leur part et conserver nos marges de manœuvre. À Mmh. savoir, par exemple, qu'est-ce que je dis moi maintenant à mes clients. Je leur dis, OK, je veux bien faire un diagnostic RPS pour vous, mais vous allez vous engager à faire au moins 3 actions dans les recommandations que je vais vous donner. D'accord. Voilà, on trouve des choses comme ça. Parce qu'effectivement, ce truc de boîte de Pandore, je trouve que ce n'est pas un mythe, effectivement. Ouais, puis il y a tout l'espoir que ça dégage et que les gens ils se disent: «Ouais, mais on a déjà fait ça en plus», Mm. Bon, Il y a de la lassitude qui s'installe. Oui, je te propose de continuer sur un autre sujet. Avant, j'aimerais savoir, dis-moi. c'est quoi ta meilleure phrase, ta meilleure question de psychologue, psychologue du travail? Une phrase que tu répètes souvent aux clients, à tes collègues ou enfin, une phrase qui revient souvent. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que vous pouvez me raconter la dernière fois que ça s'est passé? OK, C'est la question que je répète tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le temps. OK. Ça te permet de faire une petite transition. Mm. Heu, on peut dire que tu es une experte du burn-out, la prévention du burn-out. Comment tu définis le burn-out pour des gens qui écouteraient et qui savent pas exactement, en quelques mots? Qu'est-ce que Mm. qu'est-ce que c'est ce fameux burn-out? Ok. Alors juste pour contextualiser, parce que là on parle beaucoup de harcèlement depuis tout à l'heure, mais du coup, bon, moi ça fait quelques années que je poste sur les réseaux sociaux. Au début, je postais voilà juste les articles que j'écrivais pour les éditions Tissot. Donc c'est toujours des articles
pratique, quoi, du coup. Qu'est-ce qu'on fait quand un collaborateur revient d'arrêt maladie après 3 mois d'absence? Comment on organise une enquête harcèlement? C'est quoi les pièges de tel truc, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à poster de plus en plus. J'ai commencé aussi à poster, un petit peu comme toi, Jérôme, des questions que je me pose sur le métier, des réflexions, voilà, essayer d'aller un petit peu plus loin et être de plus en plus à l'aise parce que à la base, moi, j'étais une boycotteuse de tous les réseaux sociaux. Et en fait, il y a à peu près un an, enfin non, il y a pile un an là, j'ai décidé de participer à un bootcamp LinkedIn pour être un peu plus à l'aise encore, pour progresser avec ça. L'exploration. Et pendant ce bootcamp, le concept c'était que on devait poster tous les jours pendant 21 jours. Donc pendant 21 jours, tous les jours, j'ai fait mon petit post. Et là, il s'est passé un truc pas possible. C'est que pendant ces 21 jours, quel que soit le sujet sur lequel je postais, que je poste sur le harcèlement, une fois j'ai fait un post sur les pièges du pervers narcissique. Pourquoi il ne faut pas foncer dans ce truc-là de dire c'est un pervers narcissique tout le temps. J'ai fait des posts sur comment on gère un salarié alcoolisé au travail. J'ai fait un post sur Milton Erickson. Enfin, plein de trucs hyper variés. Et quel que soit le sujet du post, en MP, les gens me demandaient c'est quoi le burn-out? Est-ce que je suis en burn-out? Comment savoir si tel collaborateur est en burn-out? Je m'inquiète pour mon collègue, je me demande s'il n'est Mmh. pas en burn-out. Comment on fait burn-out, 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 burn-out? Donc peu importe le sujet que tu parlais Mm. quasiment, Peu c'était importe le toujours relié sujet. Ouais, au burn-out? OK. ouais. Et de façon assez drôle, le post qui m'a valu le plus de MP burn-out, c'était le post sur les salariés alcoolisés au travail. Je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer. Et ouais, là, j'étais vraiment, mais j'étais choquée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec le burn-out en fait? Et à cette époque-là, l'année dernière, j'étais dans une phase où, tu vois, j'avais un petit peu de lassitude, moi aussi, par rapport à ce côté boîte de Pandore, abandonnée au milieu du gué, dans mes missions de risques psychosociaux. Parce que voilà, c'est très politique, c'est très long. Et en attendant, nous aussi, en tant que psy, qui avons envie d'aider les gens, bah, on voit les gens aller mal, en fait. Donc tous ces gens me parlent sur LinkedIn. Moi, j'ai ça en bac de mon côté, en fond de mon côté. Et je me dis, mais c'est fou parce que ces gens, je leur réponds avec une aisance. Mais je sais exactement quoi dire pour les aider sur le burn-out. Parce que des gens en burn-out, j'en ai suivi, j'en ai accompagné, mais j'ai pas compté. Mais sur LinkedIn, j'ai mis plus de 100. Parce que littéralement, c'est plus de 100, mais je ne sais pas combien, tellement j'en ai accompagné, aussi bien en libéral qu'en entreprise. En individuel, j'ai fait des accompagnements d'équipe. Quasiment tout le monde était en burn-out aussi. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et surtout, avec ma formation en psychothérapie Palo Alto, petit à petit, pour moi-même, je me suis mis au point un protocole de soins du burn-out. Parce que dans Palo Alto, dans les TCC, il n'existe pas encore. Donc j'ai été obligée de me faire un peu mon protocole maison, si tu veux, pour gérer ces situations. Donc tout ça faisait que tous ces gens sur LinkedIn, je pouvais leur répondre très facilement et les aider. Et du coup, les semaines comme ça ont passé et je me suis dit, voilà, maintenant c'est ça que je vais faire. Je... Les risques psychosociaux, j'adore, mais en ce moment j'ai un peu de lassitude par rapport à ça. Tout le monde me demande des trucs sur le burn-out. J'adore explorer, faire de la vulgarisation, faire de la formation. Mon premier livre que j'avais publié, en plus des articles dont je te parlais, c'était ça. C'était le guide de survie au pays de la psychothérapie. C'est un manuel pour les psys débutants. Donc ce truc est présent depuis longtemps, en fait, d'aimer transmettre. Et donc, je me suis dit, bah, c'est parti, je vais créer une formation sur la prise en charge du burn-out. Donc, voilà le pourquoi de l'expertise, l'expertise burn-out, comme on parlait beaucoup de harcèlement. Et tu me disais, la question c'était, qu'est-ce que c'est que le burn-out, c'est ça? Ouais, vraiment vraiment en 2 mots, Ok. En 2 mots, le burn-out, c'est un processus d'épuisement physiologique qui est lié au stress. Ça, c'est la définition de l'OMS. et comment tu l'identifies chez
des personnes qui viennent te voir, et comment tu les aides? Enfin, j'imagine, moi je suis pas encore, en fait, l'année dernière, j'ai fait une enquête sur les gens post-burn-out. C'était pour ma tutrice. C'était hyper intéressant, mais je me dis à l'inverse, quelqu'un vient me voir dans mon cabinet futur, comment je sais que c'est un burn-out et que c'est pas autre chose? Est-ce qu'il y a des choses très présentes? Comment on fait pour Mmh, identifier ça? mmh. Alors, le burn-out, c'est une entité clinique assez complexe. Bon, on l'observe depuis les premiers cas de burn-out répertoriés dans les littératures, pour ce que j'en sais, parce que j'ai pas fini moi-même de fouiller, même si je fais ça tous les jours, de lire des tas d'articles, mais c'est années 60. Ça s'appelait pas encore spécialement burn-out. Voilà, donc c'est un objet récent. Et pour nous, les psychologues, certes, il y a le côté euh, qui est limite un art, en fait, puisqu'on s'adapte à chaque personne, etc. Mais on est des scientifiques, quand même, avant tout. Donc le burn-out, en tant qu'objet scientifique, c'est un objet très récent. Et on sait que pour structurer la science, il faut du temps. Euh, donc ce qu'on sait aujourd'hui, au moins, c'est que oui, c'est une entité clinique différente de la dépression. Après, ce qui peut nous mettre en difficulté avec le burn-out, c'est qu'aujourd'hui, on a encore une vision très figée de ce que c'est. Si demain, un gars vient te voir dans un entretien en stage ou à ton futur cabinet, etc., et te dit, oh là là, Jérôme, la semaine dernière, j'ai un truc fou qui m'est arrivé, c'est-à-dire j'étais dans mon lit le matin, le réveil sonne, et là, j'ai pas pu me lever. Et ça a duré 2 heures et j'étais là bloquée dans mon lit et j'étais hyper angoissée. Je pouvais pas parler. Et mon mari est venu et m'a dit oh, qu'est-ce qui se passe et tout, lève-toi. Et je ne pouvais même pas parler, je ne pouvais même pas bouger. Et ça fait des mois que je suis ultra stressée à mon travail et ça va pas du tout. Si la personne te dit ça, tu sais qu'elle est en burn-out. En fait, là, Mmh. c'est équivoque. Ou si elle est en retour d'arrêt et elle te raconte un long parcours avec plein d'arrêts maladie, etc., où son médecin lui a dit vous êtes en burn-out, tu sais que c'est un burn-out. Mais en fait, on a cette vision statique, je pense, qui vient un petit peu du terme burn-out lui-même. Burn-out, en anglais, ça veut dire euh, tout a cramé, il ne reste plus rien que de la poussière. En tout cas, ça évoque cette image-là. Sauf que avant que tout ait cramé et qu'il ne reste plus que de la poussière, il s'est passé quelque chose. Donc c'est en fait cette métaphore de la flamme qui a brûlé et qui ne laisse que des cendres, elle est assez trompeuse pour comprendre ce que c'est que le burn-out. Il y a quelques semaines, il m'est arrivé une anecdote qui m'a aidé à comprendre ça sous un nouveau jour. J'avais un téléphone portable et il n'arrêtait pas de m'envoyer des petites alertes. Ah, le port de charge est obstrué. Je ne recharge pas bien. Il faut faire une mise à jour que tu n'as pas fait depuis 3 semaines. Et puis je disais, ouais, ouais, genre, tu sais, je virais la notification. Et le téléphone avait de plus en plus de mal à se charger. Il chargeait de moins en moins vite et il n'arrivait jamais à la batterie maximum. Et moi, je décalais toujours le moment de faire la maintenance et de m'en occuper, de le laisser charger tranquillement, etc. Et en fait, je crois que le burn-out, c'est ça. C'est pas une allumette qui a brûlé. Je crois que c'est plutôt une batterie, comme une batterie usée. C'est un processus dynamique. Et on peut, nous, en tant que psy, avoir les gens à des étapes très différentes de ce processus. On peut avoir les gens avant qu'ils crament, Mmh. on peut avoir les gens quand ils sont au bord du précipice, et là, c'est le moment où on aurait plus besoin de les arrêter, mais c'est le moment où c'est le plus dur, techniquement parlant, de les arrêter. On a le moment où ils ont cramé, où ils sont dans le dur le plus total. On a le moment où ils commencent à aller mieux, mais ils sont hyper frustrés parce qu'ils voudraient faire plein de choses qu'ils n'arrivent pas à faire. On a le moment où la convalescence est bien entamée et il faut penser à revenir au travail, mais c'est hyper dur. On peut avoir le moment où ils sont retournés au travail, ils ont recramé. Enfin, on peut avoir toutes ces étapes-là du processus, mais je pense que si on l'envisage comme tel, ça
rend les choses beaucoup plus faciles à détecter, déjà, de comprendre ça. C'est vrai que moi, ma question est peut-être plus sur, moi, je considère burn-out, c'est l'effondrement. C'est Mm. vraiment le moment où on a passé le Là, on peut plus ignorer le problème. Quand la personne s'effondre, ouais. mais tout ce qui est avant, en fait et peut-être quand on arrive au bord du précipice, je pense que là, on reconnaît bien les signes, mais avant, c'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent se dire: «Ouais, ça va pas», mais tu vois, c'est peut-être pas encore très présent et en fait, c'est là où c'est peut-être le plus difficile, Mm. cette zone un peu de flou de: «Ça va pas, mais pourquoi ça va pas?» enfin, ça peut être dû à plein de choses et c'est pas Ouais, forcément, un burn-in ou un burn-in. Tu embarques dans le c'est ça, c'est, dans l'avion du burn-out. bienvenue, mettez Attention. votre ceinture. J'avais vu ce Ouais. terme-là, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein et En vérité, il y a toujours des signes avant-coureurs. C'est juste que on les banalise, on les comprend pas, on les mmh, rationalise, mais il y a toujours, 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 toujours des signes avant-coureurs. Pour moi, le plus gros et celui qui est le plus systématiquement ignoré par les gens, c'est les symptômes physiques. Donc le burn-out, tu sais, il est défini par l'OMS, on en a parlé, comme un syndrome qui est lié à un stress prolongé, non pris en compte. On sait, on connaît les conséquences du stress sur la santé. On sait lié, tout ça, je ne vais pas vous la refaire. On a les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, c'est quasi systématique chez tous les gens qui ont des burn-out. Après, tous les gens qui vont avoir des troubles du sommeil ne vont pas être en burn-out, évidemment, mais on mmh, a des troubles digestifs, on a des gens qui ont mal à la tête, qui ont mal au dos, qui ont mal au cervical, des gens qui tombent malade sur malade sur malade, qui dans le même hiver vont te faire 3 rhumes, 2 gastro et la grippe, ce qui, a priori, quand on est un adulte euh, entre 20 et 50 ans en bonne santé, n'arrive pas, normalement, d'avoir tout ça dans un même hiver. Tu as des gens qui vont avoir des éruptions d'eczéma, des affections de la peau, etc. Tu vas avoir des personnes qui vont complètement perdre l'appétit, d'autres qui vont se mettre à manger, à grignoter tout le temps. Enfin, bah, tu vas avoir toute une série comme ça, une cascade de conséquences physiologiques qui est quasiment systématiquement ignorée par les gens. d'accord. Ensuite, tu vas avoir des symptômes plus comportementaux, du type charbonner plus, sauter les pauses pour pouvoir travailler, s'isoler des gens, commencer à être irritable, commencer à renoncer à ce qui te fait plaisir, à ce qui te ressource. Et en fait, petit à petit, la tentative de solution des burn-outés, ce qu'ils mettent en place pour résister au stress qui est lié à leur environnement de travail et aussi en partie peut-être au stress qu'ils s'ajoutent à eux-mêmes, à la pression qu'ils s'ajoutent à eux-mêmes dans cet environnement pressurisé, euh, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est tenir coûte que coûte. Ils vont s'accrocher pour tenir, 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 Mmh, tenir. Donc, ils vont déployer tous les moyens possibles pour se faire. Donc, tu vois, quand je te disais sauter les pauses, etc., bah, c'est ça. C'est une manière de s'assurer que je continue à tenir, quitte à taper, moi, dans le garde-manger, dans mes réserves. Et ça va créer un processus sur le plan clinique et ça va causer un symptôme de dépersonnalisation. Tu situes dépersonnalisation, Jérôme? Tu veux que j'explique pour les... peut-être pas pour moi, mais peut-être, Ouais, pour les pour les auditeurs. auditeurs. Donc la dépersonnalisation, c'est un symptôme de nature dissociative. Donc c'est une espèce de soft dissociation. Et les personnes commencent à se dépersonnaliser parce que ignorer la fatigue, ça fait partie du pattern de s'accrocher et tenir bon pour continuer à travailler malgré les difficultés. Donc petit à petit, ils vont perdre le contact avec le fil de leurs pensées, avec leurs émotions et avec leurs sensations physiques. Donc c'est pour ça que c'est si difficile de les arrêter, parce que eux-mêmes ne sentent même pas qu'ils sont fatigués avant d'avoir burn out. Ils ne sentent pas la fatigue, ils ne sentent pas qu'ils ont soif, qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de faire une pause. Euh, donc il y a un aspect comme ça très dépersonnalisation. Et des fois, tu vas avoir des espèces de sursauts émotionnels, des espèces de bursts d'émotions, avec des pics d'irritabilité, des crises de larmes. Et les gens vont alterner comme ça entre un mode pilote automatique
et des moments euh, d'angoisse, de stress, de tension, d'irritabilité, de tristesse très très forte. Donc les crises de larmes un peu inexpliquées, Mmh. ça peut être ça aussi, Très, très clair. Merci beaucoup. avec plaisir. Du coup, tu as un tout petit peu amorcé tout à l'heure, en disant, que tu étais en train enfin, tu as créé un programme de formation. Oui, Est-ce que tu peux nous parler de ce mais projet oui, BO7? avec plaisir. C'est fou pour moi de faire ça parce que quand, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de mon parcours, des études, etc. Hum, Jamais j'aurais pensé qu'avec ce diplôme-là de psycho, je pourrais commencer à devenir moi-même un entrepreneur et à, voilà, à formaliser des choses, à proposer des choses, outre les articles, parce que les articles, c'est très bien, moi, je suis très très contente de le faire, etc. Mais c'est toujours quelque chose de ponctuel. Et en fait, BO7, c'est avant tout, bon, certes, c'est sous la forme d'une formation, hein, d'une formation en ligne, mais c'est avant tout une grille de lecture du burn-out. Donc, tu vois, par exemple, ce que je te disais, le, le coup de le burn-out, c'est pas un syndrome figé, c'est un processus. Quelles sont les choses que les gens mettent en place pour se défendre du stress, etc. Et comment on déverrouille ça, quel que soit l'endroit du spectre, du prisme du burn-out où on prend les gens, on fait quoi maintenant, on fait quoi à quel moment pour aider cette personne-là. Donc c'est à la fois cette structure, ce squelette, cette grille de lecture, et un ensemble d'outils thérapeutiques qu'on peut mobiliser euh, pour aider une personne donnée à un moment donné. Donc je peux te donner quelques exemples pour sortir de ce truc de faire toujours plus que font beaucoup les burn-outés. Ils sont surinvestis, sont surengagés. Tu sais, ce qu'on a tendance tous à faire quand on voit que ça commence à pas aller très bien, c'est on leur dit, mais enfin, monsieur, madame, il faut vous reposer. On les encourage à ça. Tu devrais te reposer. Repose-toi, repose-toi, tu vas voir, ça va faire du bien. Sauf que pour quelqu'un qui est dans l'engrenage et qui est en train de prendre la pente du burn-out, lui dire repose-toi, c'est au mieux un truc qui va lui sortir, lui rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Et au pire, c'est une injonction qui va le stresser, en fait. Parce qu'il va se dire quoi? Comment ça, repose-toi? Je suis pas à la hauteur. Mmh. Euh, mais non, moi je veux juste être efficace, être le meilleur, aider tout le monde, sauver tout le monde. Enfin voilà, c'est plein de représentations comme ça. Donc si on leur dit juste reposez-vous comme ça ne fonctionne pas. Au mieux, ça sort par l'autre oreille. Au pire, on, on impacte négativement la relation thérapeutique. Donc, ce qu'on peut plutôt faire, c'est présenter le repos comme une expérimentation à mener, comme quelque chose à apprivoiser. C'est pas un truc qui est censé être agréable à ce stade. C'est juste, on va commencer par expérimenter une pause de 5 minutes. Ça va peut-être pas être fun, vous n'aurez peut-être aucune envie de la faire, mais juste 5 minutes pour voir déjà ce qui se passe dans votre corps pendant 5 minutes. Et cadrer les choses comme ça change tout pour les personnes. Tu leur demandes juste, ok, est-ce que faire une pause de 5 minutes, c'est quelque chose qui est calable dans votre emploi du temps sans vous causer une culpabilité insupportable? Les gens vont te dire, ils vont calibrer, ils vont te dire, ah oui, 5 minutes, oui, ça va, je peux le faire. Ils disent, ah bah moi je peux faire même une demi-heure sans culpabiliser, sans me sentir trop mal. Ah moi je peux une minute c'est très bien pour commencer. Et ce faisant, bah, déjà on a complètement décalé le problème, on a complètement recadré la question de se reposer. Oui, c'est une nécessité, mais expérimentale, pas pour se sentir bien, juste même quasiment pour pouvoir continuer, si vous voulez, à faire ce que vous faites. Et en même temps, par effet de bande, parce qu'on ne leur dit pas ça directement, mais
on les aide finalement à reconnecter avec leur corps parce qu'ils vont devoir observer les effets sur eux pendant la pause et en dehors de la pause. Donc voilà, ça c'est une technique qu'on utilise dans BO7 et il y en a d'autres évidemment pour répondre à chaque problématique clinique très spécifique du burn-out. Mais c'est une des premières qu'on utilise du coup dans le parcours. Du coup, c'est uniquement, enfin la dé les je vais y arriver, les clients, c'est que des psychologues ou ça peut être, autre chose? Alors les personnes qui se sont inscrites, elles sont psychologues. Il y a des psychologues cliniciens et des psychologues du travail qui sont avec nous. Ils sont coachs et médecins. D'accord, Médecins psychiatres et médecins du travail. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce programme? Sur ce programme BO7, bah, ce que je peux vous dire, c'est que le burn-out, effectivement, je pense quand on est psychologue, c'est, c'est vraiment un défi parce que la structure psychique dans laquelle sont les gens quand ils sont en burn-out fait que toutes les questions classiques, tous les outils classiques glissent sur eux. J'ai fait un post là-dessus l'autre jour sur LinkedIn. Si tu demandes à quelqu'un en burn-out, oui, juste, bah, qu'est-ce que tu as ressenti? Une question classique qu'on pose, nous, les psychologues. Bah, là, vous avez soit un ange qui passe, soit une réponse ultra mentalisée. Enfin, c'est pas du tout eu l'effet escompté, cette question. Et, euh, et si on peut, notre plus gros défi, c'est d'interrompre l'engrenage avant que les gens aient le crash, le moment de burn-out, en fait. Donc, si vous souhaitez et si vous en avez besoin parce que vous êtes confronté à ces personnes-là et que vous pouvez être en difficulté pour passer les messages, etc., j'ai créé un outil de dépistage en fait du burn-out. Donc, c'est un outil qui s'articule sur 12 signes cliniques sur lesquels soit la littérature est déjà accordée, soit il y a des signes prometteurs pour l'explorer davantage, comme la dépersonnalisation dont je vous parlais, et qui pour moi, en tout cas en tant que clinicienne, c'est indispensable de comprendre ça et d'aider les gens à se déverrouiller là-dessus. Donc, dans ce questionnaire, voilà, il y a la dépersonnalisation, il y a le rapport au temps, il y a ce que la personne fait, il y a est-ce qu'elle a des signes physiques déjà ou pas, voilà. Donc, toute une batterie de questions qui permet d'avoir un dépistage précoce et que vous pouvez utiliser directement avec vos patients, en fait. J'ai pensé l'outil que moi-même j'utilise, en fait. Et du coup, je le mets à votre disposition. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est une Google Sheet, en fait et l'utiliser directement dans vos consultations. Donc, soit vous installez la personne en face de l'ordinateur et vous la laissez compléter les questions. Et puis après, vous avez une discussion sur les réponses qu'elle a mises, etc. Soit bah, vous vous imprimez les questions du template et vous les gardez sous la main comme un guide d'entretien semi-structuré. En fait, ça peut aussi être utilisé comme ça, ce template. Voilà. OK, bah, merci pour toutes les explications. Je mettrai de toute façon tous les liens où on peut te retrouver, Merci. LinkedIn, le programme de formation et comme ça vous pourrez, chers auditeurs, vous pourrez aller voir toute cette merveilleuse création et formation. Je te propose qu'on arrive vers la fin de l'épisode. Alors, déjà, il y a eu la question de l'invité précédent, l'invité Laetitia. Du coup, elle nous parlait du secret professionnel partagé. Elle m'a dit: «Qu'est-ce qu'on délivre dans cette idée de secret professionnel? Qu'est-ce qu'on délivre aux autres professionnels qui est utile?» et donc je te pose la question à toi, Emma. Et c'est quoi ton positionnement face à ce secret partagé? Et comment tu arrives à placer le curseur, au bon endroit pour que ça contribue à aider la personne, dans son activité et en même temps ne pas lever la confidentialité? Mmh. Qu'est-ce que Mmh. tu peux nous dire de ce secret professionnel partagé? Oui, oui, bien sûr. Bah, dans le cadre d'accompagnement de personnes en burn-out, c'est indispensable de manipuler ça parce que bon, le burn-out, c'est aussi lié à une condition médicale. Donc, il faut surveiller parce que ça peut être très grave, hein, les symptômes. Vous avez des gens qui déclenchent des diabètes, etc. Donc, on est tout le temps, en fait, en interface avec des médecins, des kinés, je ne sais pas, tous les Mmh. professionnels qui peuvent suivre ces patients-là. Donc, pour moi, vu que c'est le quotidien sur cette pratique, bah, c'est un peu un non-événement.
En fait, bah, tout simplement, j'en parle avec la personne et on est assez spontanément amené à en parler, lorsque la personne, elle demande, bah, un courrier pour la sécurité sociale, s'il y a un arrêt un peu long et cetera. Mais ça, c'est peut-être, plus propre à une pratique clinique. Du coup, on est en libéral, on est dans cette posture-là et de manière générale, je pense qu'il faut tout simplement se mettre d'accord avec la personne, en fait, sur ce qu'on dit et hem et être cadrant. Parce que, vous voyez, imaginez, je pense à une situation dans laquelle moi aussi je me suis retrouvée quand je suis en mode conseil. Vous vous retrouvez face à une personne en entretien, en enquête harcèlement ou diagnostic RPS par exemple, ou à la pause pendant une formation sur le stress au travail, que sais-je. Et il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit: Ok, je me sens super mal, j'ai des idées noires, etc. Mmh. Là, nous, il va falloir qu'on soit cadrant. On ne va pas laisser cette personne comme ça dans la nature. On est inquiet pour elle. Donc déjà, dans un cas comme ça, c'est ce que je commence par dire, en fait. Voilà, je m'inquiète pour vous. En fait, ce que vous me dites, voilà, c'est important, c'est grave potentiellement, etc. Si c'est un cadre où j'ai pas le temps d'en parler, je m'arrange pour replanifier un moment, je sais pas, le soir avec la personne si c'est en formation, tu vois, par exemple, ou le lendemain, etc. Et là, il faut pouvoir avoir le temps d'explorer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée cette situation aussi douloureuse. Et ensuite, bah, tout simplement, on se met d'accord avec la personne sur c'est quoi le système pertinent autour des gens à alerter. Si c'est un salarié, est-ce que le manager est au courant déjà des difficultés? Est-ce qu'il y a un RH qui est au courant? Est-ce qu'il y a un médecin du travail qui est déjà dans la boucle ou pas? Déjà, ces interlocuteurs-là un peu de base. Et ensuite, on se met d'accord tout simplement sur ce qu'on dit à chacun, en fonction de ce dont il a besoin par rapport à son rôle. Donc nous aussi, en tant que psy, on va pouvoir conseiller la personne là-dessus. On va pouvoir lui dire, voilà, le manager, il a besoin d'être au courant euh, que vous êtes en surcharge de travail, que peut-être en parallèle, vous avez des problèmes perso, même si on ne raconte pas le détail, tout simplement pour qu'il puisse comprendre votre disposition d'esprit. Mais par contre, le détail de vos petits mots physiques, il n'a pas besoin de le connaître. Il a besoin de savoir que vous en avez, mais il n'a pas besoin de connaître le détail. Par contre, le médecin du travail, lui, il a besoin d'avoir ce détail-là. Mmh. Donc voilà, c'est un arbitrage, je pense, qui se fait avec la personne, du coup, ce secret-là partagé. Est-ce que c'est plus une forme un peu de consentement, de demander à la personne, «Est-ce que je peux partager cette information avec votre manager? On peut aller le voir ensemble. Est-ce que je peux partager ça avec votre médecin?» Ou je sais pas d'ailleurs si nous, justement, on partage souvent des notions, enfin des éléments avec, je sais pas, le médecin du travail ou j'en ai aucune idée, hein, de est-ce qu'on est en contact vraiment avec ces Si, professionnels? oui, oui, si, moi je suis en contact avec ces professionnels-là. Après, les médecins du travail, on les a pas forcément au téléphone ou de visu, mais on peut échanger des mails, etc. Souvent, c'est plus facile, souvent quand ils sont très pris ou quand c'est des médecines du travail extérieur, avec des temps dédiés du coup pour chaque entreprise, etc. Euh, oui, il y a une forme de consentement et en même temps, ce que je disais en préambule, c'est-à-dire il y a des stades où après on se passe du consentement de la personne. D'accord. C'est-à-dire que si tu as en face de toi quelqu'un qui va droit vers le burn-out, qui a des idées suicidaires et qui a un projet, Mmh. bah tu vas lui expliquer que tu vas appeler les secours en fait, ou que tu vas Ah oui, appeler en son fait, médecin. tu demandes pas le consentement, mais tu Oui, lui dis que tu vas le faire, en oui, fait? OK. oui. Par contre, ça, l'information, elle est obligatoire, OK. à On minima. informe Oui, toujours. oui, oui, oui. Bah comme, tu vois, si tu es, je sais pas si tu as fait un peu de secourisme ou ces choses-là, ce qu'on apprend, c'est toujours à mettre la personne un peu en sécurité pour éviter le suraccident, mais aussi on lui parle. On lui parle pour la rassurer, on lui parle pour lui dire, tu sais, si tu dois mettre quelqu'un en PLS, par exemple, quelqu'un qui fait à moitié un malaise, t'es pas sûr qu'il soit conscient ou inconscient, mais tu vas lui parler, tu vas lui dire, ok, là je vais prendre ton épaule, je vais te mettre sur le côté, etc. Et puis voilà, là je vais rester à côté de toi, ta ta ta. Donc avec quelqu'un qui va très très mal et pour qui on fait un relais avec d'autres professionnels, on lui dit aussi ce qu'on fait un petit peu dans le même état d'esprit. Bah, merci beaucoup pour ta réponse.
J'aime bien ce principe de faire poser une question, au prochain invité et du Oui? coup, c'est quoi ta question, Emma, pour le prochain invité? Alors, le prochain invité, je ne sais pas qui ça va être, mais il y a une question qui me brûle les lèvres que j'ai envie de lui poser. C'est sur quoi tu es super bon? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu es super bon et que tu adores faire? Et c'est quoi? Raconte-nous. OK, OK, Voilà bah, ma question. ça sera posé. Bah, écoute, je pense qu'on a fait on Oui, a fait un bon tour de mhm, d'horizon. Heu, Merci beaucoup, Emma. C'était vraiment avec je plaisir. sais jamais trop quoi dire à la fin, mais honnêtement, c'était vraiment, passionnant et j'ai appris beaucoup de choses sur notamment les enquêtes harcèlement, le burn-out. Hmm. Ouais, merci pour ton temps et je pense que ça va vraiment aider nos auditeurs, auditrices. Donc je suis très content, voilà. Eh ben, avec plaisir. Je vous dis à bientôt à tous, à toi et aux auditeurs sur LinkedIn du coup. À bientôt.